Tan petit que danzo, tan petit que danzo, Perue de Franzo, Perue de Franzo, ame di di di, ame di di. Bonsoir Noël, bonsoir Claude. Bonjour Sandra. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 5e chronique maintenant. Je tenais à vous remercier pour votre patience, pour le temps que vous nous accordez et que vous m'accordez pour pouvoir répondre à mes questions et aussi aux questions que nous recevons. Alors sans attendre, voici la première question. J'entends beaucoup parler de dictature sanitaire. Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, ce sont les lobbies pharmaceutiques qui puissamment ont réussi à imposer leur volonté à tous les gouvernements pour vendre leurs médicaments? Je m'affole que ce soit le cas. Pensez-vous que nous soyons en dictature sanitaire? Pour ce qui me concerne, je dois dire que je pense que ce sont les êtres humains qui se laissent imposer des mesures, quelles qu'elles soient. En même temps, je me dis que tous les êtres humains ne peuvent pas se faire réfléchir avec les arguments utiles pour pouvoir comprendre. Par exemple, moi-même, en droit, je ne comprends rien, il faut que je sollicite une personne proche de moi pour qu'elle m'explique, pour qu'elle explique et que je réussisse à comprendre. Donc, je crois que la dictature s'impose aux personnes qui se laissent imposer une dictature. J'ai bien aimé l'une des phrases assez récentes que j'ai écoutées moi, en tout cas assez récemment, de Didier Raoult, qui était que les molécules sont éternelles, de même que du moins les plantes ou certaines plantes dans la nature. Il n'y a pas de raison de dire qu'une plante est obsolète ou que le principe actif d'une plante est obsolète. Donc à ce titre-là, je pense que les professionnels de certains laboratoires pharmaceutiques n'hésitent pas à privilégier le profit au mépris non seulement de la science, mais de l'efficacité des produits qu'ils mettent sur le marché. Et la question que je me pose, c'est comment faire pour ne pas se laisser imposer ce que nous ne voulons pas accepter. Voilà, c'est un effet, c'est un effort à fournir de tous les instants, une confrontation à soi-même et au mal-être que nous éprouvons et que nous pouvons par exemple qualifier de dictature sanitaire. Je me rends bien compte que je ne donne aucune recette. Voilà. Au risque, évidemment, je sais que plusieurs personnes vont se décevoir de ce que je dis. Alors effectivement, bon, Noël le dit avec ces mots, c'est, il faut comprendre ce que c'est que la différence entre un État et un mode de fonctionnement. Donc, est-ce qu'il y a une dictature? Ce serait un État dictatorial. Ça existe, des États dictatoriaux. Mais est-ce que c'est un mode de fonctionnement dictatorial? Et il peut y avoir des modes de fonctionnement dictatoriaux, même dans des situations politiques qui ne sont pas des dictatures. Donc, je pense qu'il appartient à chacun de se méfier, de ne pas se fasciner par décrire un état au moment où il faut être attentif à la façon dont on fonctionne, dont chacun de nous fonctionnerait. Voilà, donc il appartient à chacun de nous d'être attentif pour que à chaque instant vous puissiez savoir est-ce que je fonctionne sur un mode dictatorial où je me vis asservi,
ou est-ce que je fonctionne pas sur un mode dictatorial, auquel cas je me raisonne, je me réquisitionne, je me responsabilise et je me confronte. Voilà. Donc aujourd'hui, la France est une république. Voilà. Maintenant, ce que je sais, c'est que les humains, quand ils commencent leur vie, sont tous immatures. Mais je me répète, mais de mon point de vue, enseigner, c'est répéter, et informer, c'est répéter. Donc je me dis, s'il y a vraiment, et Sandra, je vous remercie de ne plus vouloir faire la chronique si personne ne l'écoute, puisque la chronique est voulue comme outil et moyen pour que les gens qui se questionnent puissent éventuellement envoyer des questions et que nous puissions éventuellement répondre à notre façon. Voilà. Donc tant que des gens s'intéressent et veulent savoir comment nous répondons ou comment je réponds là dans le cas d'espèce, bravo, tant mieux. Je ne m'en priverai jamais d'être répétant et je répéterai puisque je suis convaincu qu'il appartient à chacun à un moment de dire mais maintenant je crois que je comprends. J'ai déjà entendu, je l'ai déjà entendu, mais maintenant je crois que je comprends. Voilà. Donc, comme je l'ai signalé, et donc je le répète, les humains commencent leur vie immatures et toujours en appartenance. Et il se trouve que c'est universel, donc il ne faut pas s'en étonner. Tous les humains commencent par vouloir faire partie d'un groupe. Le premier groupe originel, la première emprise, c'est la maman. Le couple maman-enfant est un binôme fascinant et c'est à partir de là que l'enfant peut éventuellement se détacher, s'individuer et se trianguler avec le papa, puis être toujours en appartenance, c'est la famille d'origine. Mais il y a des gens qui disent ma famille en parlant de leurs parents, alors qu'on a une famille, quand on a un livret de famille où il y a son propre nom et son propre prénom. Mais les gens continuent à imaginer qu'ils sont en appartenance, même à 80 ans, ils disent oui, mais dans ma famille, alors qu'ils parlent de leurs parents. Donc ça, c'est pathétique, parce que quand vous voulez vous intéresser à la maison, eh bien vous vous intéressez à la famille et vous essayez d'être convaincant, voire même contraignant. Si vous essayez d'être convaincant, vous êtes démocrate, mais si vous essayez d'être contraignant, vous êtes dictateur. Et je connais des mamans et des papas qui veulent contraindre leurs enfants à être raisonnables, à finir leur soupe, à bien travailler, à faire leurs devoirs. Pas sur un mode d'éveil démocratique, respectueux et éveillant, mais sur un mode de dictature. Il faut faire tes devoirs. D'ailleurs, c'est il faut que tu. Voilà. Il se trouve que quand le champ des espaces d'intérêt s'ouvre et qu'il s'agit non plus que d'être en appartenance avec la famille d'origine, mais avec le quartier, c'est les groupes de pairs, ou bien avec la région. Et à ce moment-là, il y a des enjeux politiques. Je veux participer de la gestion. Eh bien, peu de gens vous demanderont d'exister en tant que vous, citoyen de la ville, citoyen du quartier, citoyen du monde, pour vous confronter aux humains. Eh bien, il va vous être demandé à qui, à quoi, à quelle famille appartiens-tu ? Donc, il va vous être demandé, j'ai beaucoup de confidences de gens qui me disent, mais pour faire de la politique, il faut accepter d'appartenir à un groupe, au point d'y perdre sa propre autodétermination. C'est-à-dire qu'il y a une subtilité signifiante qui est que le compromis nous permet de rester démocrate et en respect des valeurs, mais la compromission nous fait nous asservir à un mode dictatorial et en mépris de nos valeurs. Ces petits glissements-là peuvent se faire aussi bien dans la famille d'origine, où, oui, j'aurais dû le dire, mais je ne l'ai pas dit, et j'ai perdu mon éthique, parce que je ne voulais pas, parce que j'avais peur que maman, papa... Et donc ça aboutit à des pertes d'éthique à être démocrate.
Donc c'est là que se nourrit le mode de fonctionnement dictatorial, de s'asservir au système. Je ne connais pas d'homme politique ou de femme politique qui n'ait pas déjà été à s'asservir à une famille. Voilà. Et donc, ce n'est que quand tu te détermines à n'appartenir à aucun groupe que tu peux éventuellement être citoyen du monde. Et à ce moment-là, tu te confrontes. Et donc, même si tu te confrontes à des gens qui donnent des ordres, tu sais que tu peux obéir ou pas obéir. Et s'ils sont menaçants, tu sais que tu peux y être attaqué et même y mourir, ou accepter de ne pas te faire tuer tout en signalant que tu ne fais qu'éviter le pire, mais pas t'organiser vers le meilleur, c'est-à-dire la confrontation, le dialogue et le respect. Voilà. Donc, est-ce qu'actuellement nous sommes dans une dictature? Non. Mais les humains fonctionnent gravement dans nos sociétés sur des modes dictatoriaux où ils s'aliènent et s'asservissent et se veulent aussi contraignants, et même ils peuvent penser que moi je suis con-utopiste. C'est-à-dire, comme moi je sais que je ne peux m'autoriser à être démocrate et humaniste et éthique que moi, par moi, pour moi, parce que moi. Et que, comme nous le disions à la fin de la 4e chronique de décodage de la perplexité ambiante, si nous n'acceptons pas d'être chacun un colibri, le vol des tourneaux n'existera jamais. Mais il n'y aura que des moutons qui obéiront en croyant qu'il y a des... C'est quoi un berger? C'est un mouton qui est validé par d'autres moutons comme supposé étant intelligent, capable de les guider vers autre chose que le bordel. Et c'est quoi les chiens? C'est des moutons qui sont fascinés à obéir aux moutons bergers. Et donc, et à ce moment-là, c'est des chiens. Ils sont capables de te tuer et de tuer d'autres moutons pour se faire obéir. Voilà, donc c'est comme ça que à chacun de s'organiser pour rester individu et étanche et à se confronter. Il n'y a pas de dictature, mais les gens fonctionnent sur un mode dictatorial. D'asservissement. Ils s'asservissent, oui. Alors, question numéro 2. J'ai vu quelques vidéos de propagande israélienne qui montrent des jeunes qui sortent, font la fête, vont à la salle de sport grâce à leur carte de vaccination. D'un côté, je souris nonchalamment parce que je pense à Barjavel, à Huxley, et je m'émeus de leur créativité littéraire. Mais ensuite, très vite, je m'affole de sourire nonchalamment et surtout, je m'affole que nous soyons en train de vivre ce passage où la fiction d'un futur où nous sommes dépourvus d'empathie et de sagesse devient notre réalité. Êtes-vous inquiet des mesures proposées pour solutionner ce virus et ses variants? Je ne suis pas inquiet, mais je m'inquiète. C'est-à-dire que je ne suis pas inquiet par ces mesures, mais je m'inquiète à propos de ces mesures, puisque quand ces mesures sont énoncées par certains, d'autres les entendent comme des ordres. Et à ce titre-là, c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui se conjugue à l'impératif, si les autres se vivent à devoir y obéir, eh bien, ils s'asservissent. Et donc, de mon point de vue, si les gens ne s'éduquent pas, si les processus d'éveil, de maturation, d'individuation philosophique, voilà, c'est-à-dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et nous y sommes, mais comme nous sommes tellement nombreux, nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre. Et donc je ne suis pas sûr que ce soit pire qu'avant, mais avant nous étions plus dilués, et c'est sûr que je ne suis pas sûr que beaucoup de femmes auraient aimé vivre dans le Far West, à l'époque du Far West.
parce que c'est pas Buffalo Bill, hein, c'est terriblement violent voilà, c'est terrible. Je pense qu'aujourd'hui on peut parler de MeToo, on peut parler d'indélicatesse, et même le ressort a tellement bougé que quelquefois il peut aller excessivement dans l'interdiction d'être maladroit, puisqu'il y a 3 paliers de fonctionnement inadéquat. Il y a la maladresse, la maltraitance et la malveillance. Voilà. Et donc la maladresse est incontournable. Tous les humains sont maladroits, vous, moi, n'importe qui. Si au moment où un humain est maladroit, il est sanctionné comme maltraitant, voire même malveillant, c'est que le système n'autorise plus, et les humains sont tellement terrorisés d'être dominés qu'ils en deviennent dominants, à interdire l'élan même à être maladroit, sous prétexte que la maladresse serait une maltraitance, ce qui fait que tout le monde s'inhibe. Tout le monde s'inhibe, et donc il y a des processus d'échappement. Quand par exemple des gens font des repas dits clandestins, alors que c'est des repas intimes, mais ils sont clandestins quand il y a une police qui surveille, et que donc la clandestinité est liée à la surveillance. Donc on ne peut être dans ces processus-là, il y aurait donc des voleurs que s'il y a des gendarmes et des voleurs. Il faut jouer à ce jeu-là. Voilà. Alors que, de mon point de vue, les humanités, c'est la responsabilité de chacun, et donc il appartient à chacun de se gérer du berceau à la tombe. Et la solidarité des humains n'est pas une obligation de contrainte et de résultat. La solidarité est une courtoisie de proximité où ma liberté s'arrête, où commencerait la vôtre. Donc quand on filme des jeunes qui sont en train de dégoupiller et qui se disent j'ai le passeport vaccin, donc je peux enfin sourire et danser et rire, eh bien oui, mais si les variants savent que son passeport vaccin ne les concernait pas et qu'il n'est pas vacciné contre la connerie de l'évolution infectiologique qui est infini, puisque je pense que le virus ne va pas s'arrêter sous prétexte que tu as le passeport vaccin. Tous les variants, toutes ces subtilités-là, fait que la seule chose que je connaisse, c'est de s'occuper bien de soi et d'être attentif. Et je croyais, et je crois encore, que le colloque singulier entre une personne et celui avec laquelle il se soigne, à savoir le médecin ou le parent. Voilà, puisque les premiers colloques singuliers se font entre un enfant et son parent. Et puis après, on délègue. Alors le colloque singulier, tu le fais pour ta voiture entre toi et ton garagiste. Voilà. Mais si chaque fois il y a une sorte de fascisme à obéir à une sorte d'injonction, tout devient clandestin quand tu fais ce que tu voudrais. Alors, à présent, une question d'Isabelle. Pouvez-vous nous donner des pistes pour pouvoir résister à la pression de la vaccination si le vaccin devient nécessaire pour voyager, aller dans certains lieux publics? C'est une pression. Les médicaments, le vaccin, c'est nécessaire pour les gens qui croient qu'ils ont besoin de s'immuniser contre certains agresseurs. Donc, le vaccin n'est pas un moyen de favoriser, de voyager ou d'autoriser à voyager. Qu'il y ait des gens qui veuillent que vous soyez vaccinés pour vous autoriser à voyager, c'est une autre histoire. Donc je pense qu'on ne doit pas utiliser le vaccin pour s'autoriser à voyager. On ne doit utiliser le vaccin que si l'on pense que l'on se soigne en se vaccinant. Voilà. Donc c'est un choix propre à soi. Est-ce que j'ai envie de me vacciner?
Est-ce que j'ai envie de me soigner avec des huiles essentielles, avec de l'allopathie, avec de l'homéopathie? Est-ce que j'ai envie de me vacciner en parlant, en trouvant des mots MOTS où je me résilie? Je connais des gens qui, plus ils se sont mis en éloquence, plus ils se sont améliorés. Il y a même des immunités qui ont progressé au fur et à mesure où les humains étaient bien dans leur peau, comme on dit dans le populaire. Être bien dans sa peau, c'est se réhabiliter narcissiquement, c'est croire en soi. Donc je ne peux que souhaiter que les gens se soignent en étant bien dans leur peau. Mais si tu n'es pas bien dans ta peau, et même si tu as un gros caparasson, eh bien tu es toujours mal dans ta peau. Voilà, donc non, j'encourage les gens à n'utiliser le vaccin que s'ils ont l'impression qu'ils se font du bien avec. Je vois des gens qui sont contents de se faire vacciner, ils ont l'impression de se sauver. Et quelquefois, je les vois et je me dis, waouh, peut-être que s'ils perdaient 30 kilos ou 40 kilos, ils se sauveraient aussi. Mais je vois ces gens-là qui vont à la vaccination. Mais je ne vais pas leur dire, l'obésité tue, le diabète tue, la sédentarité tue. Vous savez, à des moments, j'avais vu des phrases qui étaient la santé, c'est un droit. Et je me disais, mais j'étais dans ma voiture, je me souviens, je rentrais du boulot, je disais oui, la santé c'est un droit, mais l'hygiène c'est un devoir. Mais ce n'est pas un devoir envers les autres, c'est un devoir envers soi-même. Sauf que quand je vois qu'il y a des gens qui se négligent, qui quand ils pissent, ils ne voient même plus leur queue à 40 ans, c'est pathétique. Ça veut dire qu'ils aillent se faire vacciner. S'ils croient que le vaccin les autorisera à voyager, eh bien, tant mieux pour eux. Mais j'ai peur qu'ils se trompent. L'hygiène, c'est d'être bien dans sa peau, c'est de se soigner soi-même. Et le vaccin, c'est je me vaccine si je crois que je vais améliorer mon immunité en me vaccinant. C'est une subtilité que je discute avec mon infectiologue. J'ai la chance de connaître des infectiologues compétents et je parle avec eux et je discute. Il est évident qu'il y a tellement de vaccins pertinents qu'il y aurait tort de ne pas se faire du bien à se vacciner. Selon ses conceptions et selon l'agent infectieux dont on parle. Mais quand j'entends que maintenant on va se faire vacciner parce que c'est le vaccin qui t'autorise à voyager, je trouve que c'est pathétiquement déviant. C'est un variant de la légitimité des choses. C'est que, humainement parlant, nous faisons des variants. Ce n'est pas un variant, c'est une déviance totale. Ah oui, on total. ne va pas se faire vacciner pour aller au restaurant. Nous allons nous faire vacciner pour nous soigner, pour nous maintenir en bonne santé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce que j'entends et je réponds de façon très sobre, que nous allons nous faire vacciner pour nous soigner. Mais peu de personnes entendent et généralement les personnes répètent « Oui, c'est vrai, parce que moi j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie de voyager. » Je dis donc « Très bien, parlez-en avec... votre médecin traitant si vous voulez. Mais... Sauf que là, actuellement, pour se faire vacciner, il y a ce qu'ils appellent des vaccinodromes, enfin je veux dire, mais c'est pathétiquement, c'est comique, c'est tragico-comique. Le vaccinodrome, c'est effectivement l'inverse du colloque singulier avec son médecin traitant. Donc, je n'ajouterai rien parce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais ce n'est pas pour moi un variant, c'est une grave déviance sémantique. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais pour ne rien vous cacher, sur 100 personnes à qui vous demandez pourquoi vous mettez le masque, il y en a 80 qui disent que c'est pour ne pas prendre 135 €. Normalement, les gestes, pourquoi je me lave les mains, c'est pas pour ne pas prendre 135 €. C'est pour être propre et pour ne pas être contaminant et pour ne pas me souiller avec les postillons de gauche et de droite. Voilà, les gestes d'hygiène, les distances avec les gens, tout ça c'est très sympathique quand l'argument c'est parce que c'est comme ça que je me protège. Je me protège moi, comme ça, je me lave les mains. Voilà. Mais quand je vois que des gens mettent
Mais le nombre de personnes qui se promènent avec le masque sous le menton, à la barbe, et pourquoi ils l'ont là comme ça? Mais parce qu'ils ne pour pas prendre 135 euros. C'est une telle puérilité. Là, ce n'est pas la dictature, là. C'est eux qui fonctionnent comme des asservis. Voilà. Et sauf que moi, j'ai entendu des étudiants qui disaient, oui, mais quand tu as de l'argent, tu peux t'autoriser à te prendre un manche de 135 euros. Mais quand tu as 600 euros, 135 euros, c'est beaucoup quand même. Donc tu ne peux pas prendre le risque de tomber sur un pimpoy qui va te dire tu n'avais pas le masque, 135 euros. Voilà. Ce qui fait que nous sommes dans une situation où les chiens des bergers, c'est-à-dire beaucoup de policiers, font leur fonctionnement, non pas parce qu'ils sont convaincus de la légitimité de la chose, mais parce qu'ils obéissent et non pas ils respectent les lois. Ils obéissent à l'ordre. Et ils aiment bien qu'on leur obéisse. Parce que quand on est un dominé avec un N+1 qui te commande, avec une hiérarchie qui te commande, on devient un dominant avec le subalterne que tu commandes. C'est comme ça qu'on connaît des bourreaux domestiques qui sont des lèches-culs au travail, et quand ils arrivent chez eux, les enfants vont leur chercher les pantoufles, les épouses leur mettent la soupe dans l'assiette, et s'il y a un mouvement, il y a 2 gifles qui tombent au hasard de sa bonne volonté, parce que le fascisme, c'est ça, c'est fonctionner sur un mode dictatorial, avec la personne que l'on vit moins forte que soi. Je m'inquiète de ne pas comprendre l'intérêt de construire et d'ouvrir des centres de vaccination, alors que nous avons tous des médecins traitants. Alors peut-être, pouvez-vous m'expliquer ? Moi, j'ai des hypothèses là-dessus. C'est des hypothèses que nous ne voyons dans le cas d'espèce que la partie émergée de l'iceberg, de la maintenance économique. Je sais que l'hôpital est en misère, que les médecins sont en misère, que le soin est en misère, et que donc c'est quand une société ne se donne pas les moyens, aussi bien pour l'éducation que pour la santé, de ses ambitions, eh bien, actuellement, la précarité est partout. Il y a des zones où il y a manque de médecins, puisque en voulant prescrire de diminuer le nombre de médecins sous prétexte que ça permettrait de diminuer le coût de la santé, eh bien, ça s'appelait le numerus clausus, ça s'appelle, eh bien, on a pu croire qu'on choisissait les meilleurs médecins, alors qu'un bon médecin refuse d'être le meilleur médecin. Il va dire, j'essaye d'être au meilleur de moi-même. Mais un médecin humaniste, éthique, va dénoncer qu'on puisse l'étiqueter comme le meilleur. Parce que quand il y a le meilleur, c'est la compétition. C'est-à-dire qu'il faut battre les autres. Alors que quand on est éthique et qu'on est au meilleur de soi-même, on est en transversalité et en synergie. Que d'aucuns vous apprécient et vous trouvent très bon, admirable et même se réfèrent à vous, c'est très légitime, c'est l'humilité. Mais l'humilité n'est pas une domination de celui qui est estimé. L'humilité, c'est une position du style « les gens reconnaissent mes compétences, mais moi, vous savez, j'essaye d'être au meilleur de moi-même. Mais je n'ai pas de leçon à donner. Il paraît que d'aucuns en prennent avec moi, s'ils veulent. Mais j'en suis très flatté. Mais par contre, l'humanisme consiste à ne pas vouloir être dominant. Ça consiste à être simplement, éventuellement, assez lumineux pour que d'aucuns s'éclairent avec nous. Tant mieux, mais il leur appartient de s'ouvrir les yeux pour y voir, mais pas que je les fasse voir malgré eux, ainsi de suite. Voilà. Donc cette position-là d'humilité est essentielle. Voilà. Je m'affole d'apprendre que les médecins recevraient une prime de 800 € par jour dans les centres de vaccination pour vacciner la population. De votre point de vue, est-ce éthique de proposer une telle somme et est-ce éthique d'accepter ?
Dans le modèle d'appartenance et du troupeau, euh, quand tu jettes un os à un chien, eh bien c'est normal qu'il le prenne et qu'il le ronge. Et donc c'est le dégât collatéral. Euh, Même actuellement, dans la plupart des vaccinodromes, euh, il y a, il y a du bénévolat. C'est que des actions de bénévolat. Mais le bénévole, et donc ce bénévolat n'est que le colmatage de la carence et de la précarité et de la pauvreté de la santé. Le système depuis 1945, le système sécurité sociale était un système où les gens cotisaient et où ils payaient pour leur santé comme une assurance et comme ça les médecins étaient payés. Mais depuis 1945, les médecins ont été petit à petit moins bien payés, ce qui fait que pour se croire encore confortable, la consultation qui avant était confortable et qui pouvait durer une demi-heure, et charge au patient de choisir la personne, le médecin avec lequel il se sent le temps de se mettre en parole. Mais aujourd'hui, la plupart des médecins disent « Mais moi, à plus de 7 minutes, je ne suis pas rentable ». Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus de garrot, de ne pas payer les médecins dignement, a abouti, ça s'appelle les honorer, a fait que petit à petit, les médecins, de façon assez servile, assez moutonesque, sont restés conventionnés, et à être conventionnés à 23 ou 25 euros la consultation, c'est vrai que quand il y a un colloque singulier où le patient aurait besoin de 20 minutes, 25 minutes, non pas une fois, mais une fois peut-être toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours, eh bien, il y a des médecins, ils ne peuvent pas assumer des médecins qui seraient supposés de famille, eh bien, ne se sentent pas à écouter pendant 20 minutes. Et ils ne vont pas dire « je ne me sens plus capable d'être écoutant », ils vont dire « ce patient me fait chier, il me casse les couilles, il va falloir qu'il trouve un psy ». C'est-à-dire qu'ils vont s'interdire d'être écoutants. À ce moment-là, comme les médecins sont souvent des gentilles filles et des gentils garçons, tous les soignants en général, ils partent avec la fleur au fusil. Ils ne savent pas qu'ils vont se retrouver dans les tranchées en 1916. Ils croient que c'est la belle d'air, tu vois, que c'est vraiment bien. Sauf qu'au moment où ils font les vaccinodromes, effectivement, les colloques singuliers n'y sont plus. Les gens viennent comme des moutons pour se faire vacciner, mais la question de l'intimité, de la réhabilitation de la parole, de la réhabilitation du sens de l'autodétermination de chacun est méprisée. Et comme c'est des bénévoles, ça veut dire qu'on peut leur donner des primes qui ne correspondent pas du tout à des honoraires. Donc les primes vont venir colmater comme un os à un chien les efforts qu'il aura fait, parce que tous ces bénévoles, ils se lèvent à l'aube, ils ont vraiment une sensation du sacrifice. Mais le sacrifice n'est pas la bonne façon d'éduquer les humains. C'est l'altruisme qui est la bonne façon. Donc, bien sûr que quand on est bénévole, je suis très proche de beaucoup de bénévoles. Et donc je vais vous lire un petit texte, puisque vous ne me le demandez pas, je vais vous le lire quand même. Tu vois, par exemple, là, mes amis, je viens d'avoir un appel urgent de nos amis du SAMU qui sont en grande difficulté pour le vaccinodrome. Demain matin, ils ont besoin de nous urgemment dans tous les postes, il faut les aider. Donc tu vois, on est loin de la médecine intime. Voilà, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire je vais aller voir mon médecin pour parler de moi et de ma santé et savoir si je me fais vacciner. C'est vraiment au suivant, au suivant. Voilà, mes amis.
C'est extraordinaire ce que nous arrivons à faire depuis plus d'1 an. C'est que des gens bénévoles, c'est des soignants comme moi. Voilà. Mes amis, comme je l'ai dit au débriefing, c'est extraordinaire ce que nous arrivons à faire depuis plus d'1 an. Ce week-end, encore plus de 4200 vaccinés, et parmi eux des gens que vous avez sauvés de la maladie. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que vous avez sauvé de la maladie. C'est qu'ils se sont sauvés, peut-être, de la maladie, mais pas que vous avez sauvé. Ils se sont sauvés en se faisant vacciner par vous, mais que vous avez sauvé de la maladie et sûrement de ne plus être avec nous dans quelques mois, donc de la mort. Ouais. Alors que non, ces gens-là se sont peut-être évités de mourir en se faisant vacciner, mais c'est pas, chers amis, vous avez sauvé ces gens-là. Ces gens-là se sont sauvés avec vous. Voyez ce petit truc-là? Eh bien, la plupart des bénévoles, gardez ces regards avec vous et dites-vous que sans vous, le Covid l'aurait peut-être arraché à la vie. Tu vois, le côté puéril de la formulation. C'est comme, dites-vous que sans se vacciner, le Covid l'aurait peut-être arraché à la vie, ou il serait mort. Mais pourquoi croire que c'est sans un bénévole qui vaccine, que c'est lui qui a sauvé le vacciné? Alors que la moindre des éthiques, c'est de dire, le vacciné, celui qui se vaccine, je me fais vacciner, je me vaccine avec lui. Mais c'est moi que je me sauve. Donc il y a une sorte de dette libidinale pathologique. Combien de personnes avons-nous sauvées depuis de longs mois? Mais non, combien de personnes se sont sauvées avec nous depuis de longs mois? Et merci à ces personnes d'accepter que ce soit des bénévoles qui remplacent leurs médecins. Mais ils sont là parce que justement leurs médecins n'ont plus les moyens de les accueillir décemment. C'est le désert médical, c'est parce que le numerus clausus, qui a été un choix politique de Juppé, de Simone Veil, de diminuer, il y a très longtemps qu'on a serré les boulons, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Résultat, les médecins à 23 €, ils peuvent pas fonctionner. 23 € de l'heure, c'est presque impossible de payer l'électricité, le gaz, la patente, enfin tout. C'est pas gérable. Combien de personnes avons-nous sauvées? Non, combien de personnes se sont sauvées avec nous depuis de longs mois? Impossible à dire, tant la simplicité de chaque maillon de notre chaîne semble insignifiant, mais indispensable à ces actions d'envergure. Oui, ça c'est vrai, que la chaîne, si tous les gars du monde voulaient se donner la main, mais le patient fait partie de la chaîne. C'est pas un mouton que l'on tond, ou que l'on pique, que l'on vaccine. C'est quelqu'un qui se vaccine. Nous avons évité la maladie à plusieurs dizaines de familles. Ben non, il y a beaucoup de familles qui se sont peut-être évitées d'être malades en se vaccinant. Mais nous, mais tu vois le côté pathétiquement mégalomane du bénévole qui croit que parce que je te pique, je te soigne. Alors que non, je pique parce que je tiens la seringue, mais tu te soignes en te piquant avec moi. Vous entendez la sémantique? Voilà. Bon, ben nous en sommes là, parce que si des médecins peuvent écrire des phrases comme ça, avec des formulations sadomasochistes, comment veux-tu que nous arrivions à ce que chacun de nous devienne un colibri et tourneau intelligent, puisque ce ne sont que des formules où il y aurait des bergers, des moutons et des chiens. Et les vaccinodromes sont des gros déplacements de bétail de moutons, où il y a quelques chiens qui aboient pour que les gens circulent comme ceci, et où il y a des gens qui tamponnent, voilà. Tout ça pour avoir le permis de voyager. Voilà notre fierté et notre essence même. Nourrissez-vous de ces regards apaisés et soyons fiers d'être à la hauteur de cette mission. Bon, je pense qu'ils ont raison d'être fiers d'être dans la mission, mais tout autant que les gens qui se vaccinent. Je veux dire qu'il n'y a pas les connards, les alphas qui soignent et les omégas qui sont au suivant.
Vous pouvez dormir du sommeil juste et notre engagement final qui est en cours nous porte ensemble vers la fin de cet énorme merdier de Covid. Bon, là, ça c'est vrai. Je veux bien que ce soit un énorme merdier. Mais le Covid est une merde qui en cache une autre. C'est l'immaturité sociétale. Puisque ce confrère que j'estime, qui est capable de faire des phrases où il oublie l'alter-égalité et l'effet de synergie, qui est donc que je ne te vaccine pas, c'est je vaccine et tu te vaccines avec moi. Eh bien, je me dis, si ce confrère n'est pas sensible à cette subtilité, il ne sera jamais colibri, il ne sera jamais étourneau, mais il pourra devenir un bon berger ou un bon chien. Question de Stéphane. Après avoir écouté votre dernière intervention, je m'inquiète d'avoir entendu des mots, à mes yeux très durs. Fascisme, capot, camp de concentration. Est-ce l'État dans lequel nous vivons qui représente ces mots-là ? Est-ce la population qui interprète les mesures sanitaires édictées par l'État et de ce fait se place comme si elle était dans un univers concentrationnaire ? Pensez-vous que nous vivons dans un État démocratique ou non ? Ah ben, c'est amusant parce que c'est un peu la première question. C'est-à-dire que nous pensons que nous vivons dans un État démocratique, mais que le mode de fonctionnement des gens qui nous gouvernent et des citoyens peut être sur un mode de fonctionnement dictatorial, aussi bien en tant que dominant que dominé. C'est pour ça donc qu'il y a des gens qui fonctionnent en mode obéissance, de façon servile. Mais ce n'est pas un État, c'est un mode de fonctionnement. Et donc Stéphane, effectivement, il a entendu que j'accuse que certaines personnes sont très violentes dans leur mode de fonctionnement, en donnant des ordres. J'ai quelques anecdotes pathétiques où des policiers s'autorisent à être sanctionnants avec des individus sur un mode répressif. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans une dictature, mais ce policier, au moment où il fait cet acte-là, il fonctionne de façon dictatoriale. Voilà. Bien sûr que je ne peux que souhaiter que les humains s'autorisent à être subtils et à fonctionner de façon non dictatoriale. Mais quand il y a quelques règles ou quelques lois, ces lois sont à respecter, mais pas à obéir. Voilà. Si au moment où une loi vous la respectez, mais où vous ne lui obéissez pas, vous êtes en danger d'être condamné comme si vous étiez un délinquant, je pense qu'il n'y a pas décodage, compréhension, confrontation et respect. Et pour ce qui concerne la santé de chacun, je trouve que c'est dangereusement fascisant, ce mode de fonctionnement. Ce qui est très fascisant, c'est aussi les personnes qui se soumettent de façon servile. Et moi, je trouve pathétique et je m'en émeus à chaque fois que je les croise. Ce sont des personnes, je pense l'avoir déjà dit, mais il me semble que c'est important que je le redise, que j'ai vu des personnes de tous les âges, aussi bien des jeunes de 30 ans que des personnes de 50 ans ou de 70 ans, avec le masque jusqu'aux yeux, en train de promener leur chien dans un espace où il y avait 4 personnes ou 5 qui ne se croisaient pas, qui plus est, et qui ne s'autorisaient pas à se démarquer d'une contrainte dite sanitaire, qui en l'occurrence là ne l'était pas, puisque tenant leur chien en laisse, elles se faisaient marcher ces personnes un peu plus vite que si elles n'avaient pas eu leur chien. Donc cette fameuse dictature sanitaire dont parle Stéphane n'est pas que édictée par les personnes qui sont au pouvoir pour un certain temps, mais elle est aussi vécue, instaurée, manifestée par les personnes qui s'y soumettent. Voilà. Mais je m'en affecte. Voilà, je m'en affecte réellement. C'est-à-dire, c'est très émouvant ce que dit Noël, parce qu'elle parle de... Nous voyons des gens qui fonctionnent en obéissance, mais à quelques âges que ce soit, comme Noël le dit.
Et quand nous voyons des gens qui fonctionnent en obéissance, si nous leur disons arrêtez de fonctionner en obéissance, ils vont nous obéir s'ils arrêtent de fonctionner en obéissance. Et donc on ne peut que les laisser fonctionner en obéissance en étant tristes et en pleurant qu'ils ne sachent que fonctionner en obéissance. Au moment où ils s'inquiéteraient, pourquoi vous pleurez quand vous me regardez? Mais parce que j'ai peur que vous ne choisissiez pas de vous faire confiance pour savoir gérer votre hygiène. Vous êtes seul dans la rue à 7 heures du soir en train de suivre votre chien. On ne sait plus qui promène qui. Et il n'y a personne d'autre que vous. Et vous avez un masque sur le nez, sur la bouche, qui vous empêche de vous oxygéner, puisque vous êtes confiné, vous amenez votre confinement avec vous, là, puisqu'il n'y a personne à part vous, là, dans la rue. Donc, réveillez-vous. C'est pour ça que je m'affecte, parce que si vous ne voulez pas vous réveiller, mais je m'émeus que vous m'ayez posé la question pourquoi je pleure en vous regardant. Moi, je n'arrive pas à pleurer. En fait, je n'arrive pas à pleurer avec des larmes extérieures. Voilà. Je pleure intérieurement. En revanche, moi, je ne porte pas le masque, sauf dans les endroits populeux. C'est-à-dire dans le métro, dans des supermarchés. Il n'y a qu'une seule ville dans laquelle je vais, dans un supermarché avec un rez-de-chaussée et un sous-sol. Donc effectivement, là, je porte le masque. J'y reste le moins de temps possible. Et je ressors. Mais en revanche, dans toutes les rues semi-désertes, sur les quais, sur les ports, je ne porte pas le masque. Voilà. Je l'ai dans la poche pour ne pas payer 135 €, mais je me confronterai, je m'expliquerai et je verrai bien. Il faut se confronter. Ah, je m'expliquerai, oui, je m'expliquerai. C'est-à-dire qu'il se peut très bien que 135 € pour toi oui, soit vécu comme moins pire que pour un étudiant qui a 600 € pour la semaine ou pour le mois. C'est ce dont je m'affecte le plus. Et qui dit 135 € c'est cher. Je l'ai vécu déjà 2 fois. Des policiers qui m'avaient dit pourquoi vous ne portez pas le masque. Je dis mais je porte le masque. Regardez, je le tiens là. Mais par contre, je suis avec la poussette, ma petite fille, j'ai fait 2 embolies. Quand j'ai le masque, je m'escanne, surtout quand il faut que je marche à son rythme. Et donc, je suis en semi-sportif là. Et donc, à ce moment-là, ils ont dit oui, d'accord, bon, d'accord, mais quand même. Eh bien oui, voilà. Donc, ils ont lâché prise. Mais parce que j'ai osé argumenter. Mais je leur ai dit, vous savez, si vous fonctionnez en chien et que vous voulez que je mette le masque, je porte le masque, je le tiens. Donc je ne suis pas hostile au masque, mais je suis hostile si je ne fais pas une analyse du contexte. Je suis en plein vent sur un quai, il n'y a que du courant d'air, ma petite fille, ma poussette, et je pousse, et je cours, et j'essaie de marcher en riant avec elle. Et si je mets le masque, je m'escanne. Et en plus, elle ne peut pas voir ma gueule, ce qui est quand même un peu triste pour une enfant de 1 an et 6 mois. Voilà, donc tu vois un peu l'ambiance. Mais moi, je me marre de dire ça parce que j'ai l'impression d'exister à me confronter. Mais ce qui pour moi est du bonheur, me confronter aux humains, il se peut à des moments que ce soit vécu comme « Putain, qu'est-ce qu'on va se faire chier, alors on met le masque pour pas qu'on nous emmerde. » Et là, c'est comme si tu disais, je m'enferme, j'abandonne, je me soumets. Je m'abandonne. Et c'est là que s'organise la dictature. Cher ami, next one. J'entends énormément de personnes dire qu'elles ne voudraient pas porter le masque, qu'elles ne sont pas inquiètes de respirer librement, mais que quand même, 135 €, ça fait chier. C'est pour cela qu'elles portent le masque. Alors je me questionne, 135 €, est-ce le prix de nos libertés fondamentales ? Fallait-il simplement avancer un chiffre pour que j'en oublie mes droits ? À mon avis, vous avez raison. Plus la menace est expliquée, entendue et tout, plus elle peut être efficace comme une sorte de menace informative. C'est pas sûr que l'intendance suive, c'est-à-dire que la sanction suive. Vous avez raison, mais il faut. Le problème, c'est est-ce que les gens sont prêts à aller se confronter ? Voilà, c'est ça la vraie question. Il y a des gens qui sont Est-ce que les fatigués. personnes sont prêtes à se confronter
et à comprendre qu'elles ne se mettent pas en conflit, mais qu'elles s'expliquent, se rendent compréhensibles. Mais sont-elles, la question que je me pose, hein, c'est sont-elles intimement persuadées que, en respirant à l'air libre dans un endroit quasi désert, elles se font du bien, ou bien sont-elles intimement persuadées qu'elles se font risquer d'attraper un virus mortel? C'est ce dont je m'inquiète. Et je me dis que si c'est le cas, enfin je crains qu'elles se désinforment gravement. En particulier en n'allant pas poser cette question à leur médecin traitant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je connais des gens qui me disaient, quand j'étais petit et que j'avais le malheur de tomber et de me faire du mal au genou, ou que j'avais une blessure et tout, et que j'allais voir ma maman ou mon papa, et bien quelquefois, ils me donnaient une fessée parce que je m'étais fait mal. Voilà, ça c'est assez classique. Il y a des gens qui se font engueuler parce qu'ils se sont fait mal. Mais comment t'as fait pour te casser le bras? Mais comment t'as fait pour te casser la jambe? Quasiment, tu dis pardon, je me suis fait mal. Voilà. T'es quasiment coupable de te faire du mal. Donc, de mon point de vue, actuellement, les gens sont supposés se soigner. Les données actuelles de la science consisteraient à dire, voilà comment vous pouvez vous soigner décemment si vous voulez. Mais pourquoi va-t-on sanctionner quelqu'un qui ne se soignerait pas décemment? On en arrive à dire, comme tu t'es pas bien lavé les mains, eh bien je vais te donner une fessée. Voilà, on en arrive à des fonctionnements comme ça. Alors que celui qui est malade, il fait les frais de lui. Celui qui se contamine, il fait les frais de s'être contaminé. Mais s'il y a 100% des gens qui sont prêts à dire « Ah mais non, c'est pas toi qui te contamine, on t'a contaminé. C'est pas toi qui te fais du mal, on t'a fait du mal. C'est pas toi qui te merdes, on t'a merdé. » Donc tant qu'il y a une sorte de flux puissant d'un propos souvent majoritaire où la causalité est exogène, ce qui veut dire concrètement que tu es victime d'une cause extérieure à toi, eh bien, les humains se vivent en disant « Ah, ben alors, c'est la faute à l'extérieur. » Donc, quand un type n'a pas le masque, on ne va pas lui dire « Tu te soignes mal, je vais prier pour toi. » On dit « Ouais, tu vas me contaminer. » C'est fou, puisque c'est pas vrai, tu vas pas me contaminer. C'est si moi je ne me protège pas en restant à 4 ou 5 mètres de toi, si je ne mets pas mon masque, si je ne me lave pas les mains après t'avoir vu, je vais me contaminer éventuellement, mais j'ai le droit de me confiner. Si je trouve les gens très cons, j'ai qu'à rester chez moi. Mais là, le monde est à l'envers. C'est-à-dire, il faut que les gens restent chez eux parce qu'eux sont très cons, mais moi, j'ai le droit de me promener. Sauf qu'on lui dit, oui, mais toi aussi, tu es un Jean. On protège qui, là? Mais on protège tout le monde, puisqu'on ne protège personne. Puisqu'il s'agirait que je me protège. Tout le monde le sait qu'on est un con. Voilà. Ce qui est aussi pervers, c'est que si tu ne portes pas le masque, tu vas me contaminer, mais également, c'est de ta faute si les hôpitaux sont surchargés. Ah oui, mais parce que les hôpitaux sont à 90% les réanimations depuis toujours. Sauf que plus on baisse le score des capacités, plus l'hôpital est pauvre, plus les médecins sont de moins en moins, plus tout le monde est surchargé. Mais quand il n'y aura plus qu'une piscine à Toulouse, eh bien elle sera pleine très vite. Hein. Tout le monde va la remplir. Hein. C'est grave de fonctionner que le contexte n'est pas pris en compte pour décoder le fonctionnement des humains. L'analyse contextuelle, c'est, comme dit Bossano-Guinagui, c'est essentiel. Et je suis perplexe, puisque nous avons vu qu'il manquait des lits pendant 1 an. Je me questionne à savoir combien de temps il va nous falloir pour rajouter des lits, puisqu'il en manque. Mais ce n'est pas en quantité de temps, c'est en choix. C'est le jour où nous choisirions d'autres paradigmes que le profit de certains, mais le progrès de tous. De mon point de vue, il y a assez d'argent. Mais encore faut-il que cet argent soit employé aux bons endroits et pour aider les gens de façon adéquate, pour participer de l'éducation et de la santé. Les priorités, c'est celle-là.
l'éducation et la santé. L'éducation, c'est la philosophie, c'est les humanités. Les sciences. C'est pas que d'apprendre un métier. Parce qu'on peut apprendre un métier et avoir une tête bien pleine et mal faite. C'est la philosophie. Alors ça paraît inutile, mais si les humains, on ne les aide pas à se questionner sur qui suis-je, où cours-je, en quelle étagère, eh bien, l'humain reste opératoire. Et il va savoir vivre pour travailler, mais il ne saura pas travailler pour vivre, parce qu'il ne saura pas vivre. Ça, c'est les humanités, et ça, c'est terrible. Parce qu'actuellement, nous ne nous donnons plus les moyens de nos humanités, autant que nous pouvions le faire. Alors, question d'Estelle. En entendant la dernière chronique, la 4, qui met en avant la réaction individuelle seule face aux restrictions des libertés actuelles, j'ai ressenti un peu de frustration et j'ai eu peur. Peur que cela ne suffise pas en général, et même à faire tache d'huile. Et autre petit point de détail, un maire ne peut pas légalement s'opposer, c'est-à-dire prendre des décisions contraires aux décisions préfectorales. De mon point de vue, c'est la différence entre l'obligation de moyens et de résultats. Je ne l'aime pas beaucoup, mais là, dans ce moment-là, il est pertinent. C'est un film qui s'appelle Le vol au-dessus d'un nid de coucou. Et McMurphy, qui est le psychopathe, c'est un gros psychopathe, hein, McMurphy, je ne vous souhaite pas de le croiser dans la rue parce que c'est un violeur. C'est quand il a envie de quelque chose, il saute dessus. Ceci dit, quand il croit qu'en venant chez les fous, il va s'en sortir, il ne voit pas qu'il a affaire à Miss Ratchet. Et que la Miss Ratchet, c'est la Gestapo, quoi. Enfin, je veux dire qu'elle est dominante, grave. Voilà. Avant qu'il ne soit lobotomisé, puisque ça finit comme ça, il est lobotomisé, mais avant, il se bat pour essayer de rester libre. Il n'est pas que loyal, hein, puisqu'il est psychopathe, voilà. Mais il est comme beaucoup de psychopathes, il est gentil avec les gens avec qui il est en sympathie. Voilà. Ce qui fait qu'il est capable de commenter un poste de télévision éteint à qui il voudrait voir un match et il arrive à le commenter alors que le poste est éteint, mais tout le monde regarde le poste éteint et lui il fait le commentaire et il fait pour du baseball ou du football américain. Et à un moment il dit, mais moi c'est simple, je vais me sauver en arrachant le plot d'arrosage des douches, qui est un truc en marbre qui doit peser 150 kilos, je vais l'arracher et le jeter à travers la fenêtre, et je vais le faire, et comme ça je pars. Voilà. Et McMurphy, à ce moment-là, tous les autres, et beaucoup sont là volontairement. Ils ne sont pas là par contrainte, ils sont là par soumission infantile. McMurphy, il dit, mais voilà, je m'en fous, je prends le truc. Et il commence et il prend le plot de 150 kilos de marbre et il essaye. Et il sue sang et eau, il fait des efforts titanesques. Pendant au moins 1 minute, c'est long au cinéma, un effort comme ça. Au bout d'1 minute et demie, tout le monde le regarde. Et il dit, puisqu'il échoue, hein, il dit au moins j'aurais essayé. Obligation de moyens. Mais l'Indien, lui, c'est un géant. Il est cassé parce que toute sa tribu a été tuée. Les Indiens ont été détruits par la doxa des cow-boys et des Buffalo Bill. L'Indien, il est cassé. Il retrouve la parole grâce à McMurphy qui à un moment lui file un chewing-gum. Et il lui file un chewing-gum, l'Indien prend le chewing-gum et dit « merci ». Il dit, mais attends, mais tu parles toi? Il dit, et donc ça fait que il se nourrit de l'élan de liberté de McMurphy. Voilà, mais McMurphy est un psychopathe. Hein. Il se veut libre, mais il n'est pas loyal. Voilà, c'est-à-dire que quelquefois sa liberté ne s'arrête pas où commence celle des femmes notamment.
Ceci dit, donc quand il a été lobotomisé, McMurphy, l'Indien, il dit, bon, je ne peux pas te laisser comme ça. Et l'Indien a retrouvé sa légitimité à se vouloir libre. Et c'est l'Indien qui étouffe McMurphy, puisqu'il voit bien que McMurphy est mort de lui, d'être lui. Il n'est plus que survivant de lui-même. Donc il l'asphyxie avec son oreiller. Et puis après, il retourne dans la salle de bain, il prend les 150 kilos de marbre et il jette. Et alors je me dis, c'est fascinant qu'il y en ait un qui était libre, qui au moins aurait essayé. C'est pour ça que l'obligation de moyens, tu ne peux pas savoir la suite. Contente-toi d'être colibri. N'essaie pas de devenir berger et d'obliger les autres à te suivre. Parce que quand lui il fait ça, au moins j'ai essayé, il le faisait pour lui. Mais quand l'Indien il le fait pour lui en respect des autres. Et lui il le fait et il s'en va. Voilà, l'Indien. C'est ça, hein? Oui, c'est magnifique. Voilà. Donc c'est vrai que c'est Estelle qui pose cette question et je comprends qu'elle se sente frustrée, mais moi je n'ai pas d'autre réponse à proposer que l'exemplarité de chacun, c'est-à-dire chacun agit en son âme et conscience en refusant de se soumettre à des contraintes que chacune juge illégitimes, non sanitaires par exemple. Et c'est le spectacle qu'elle propose, et non pas qu'elles imposent, mais le spectacle qu'elle propose, avec lequel d'autres personnes pourront se nourrir pour trouver leur propre légitimité. Donc ce n'est vraiment qu'une goutte d'eau, effectivement. Estelle, je suis désolée. Je n'ai rien d'autre à dire. Merci en tout cas d'avoir posé la question. Et c'est vrai que les maires de villages ou de villes qui ne veulent pas s'opposer au préfet, eh bien, ils ont à se regarder eux-mêmes dans leur miroir d'éthique pour savoir s'ils ils agissent en leur âme et conscience ou bien s'ils agissent en obéissance servile alors qu'ils pensent l'inverse de ce qu'ils font. Il faut qu'ils se souviennent de la définition de l'honnête homme. Dire ce que l'on pense et faire ce que l'on dit. Enfin, je dis il faut, non c'est fasciste si je dis il faut. Je souhaite, j'ai peur qu'ils ne se souviennent pas de cette définition. D'autant que quand vous écririez le nombre de situations où j'écris, moi, je sais très bien que je me mets en obligation de moyens. Au moins j'aurais essayé. Je vais jusqu'au bout d'une logique et puis charge à l'autre partie d'être ce qu'il est. Quand quelqu'un écrirait à son maire de quartier en disant « J'aimerais quand même que vous m'autorisiez à marcher dans la rue derrière mon chien sans masque. Merci de valider que je ne risque pas, dans la mesure où il n'y a pas de personne à 5 mètres, puisque j'ai des masques avec moi, et je mets un masque si quelqu'un se rapprochait de moi pour me parler à l'oreille. Mais merci de votre intervention. » Eh bien, si le maire dit « Chère madame ou cher monsieur, je n'ai rien fait parce que je ne m'en sens pas capable », eh bien, la personne dira « Bien, au moins, j'aurais essayé. » Donc, l'important n'est pas que le maire valide, l'important n'est pas que le maire ait le droit. L'important est que le maire dise « J'ai peut-être pas le droit, mais je vous y autorise. » Ça s'appelle les échappements. Phénomène d'échappement. Et c'est le phénomène d'échappement qui permet la santé des humains. C'est l'échappement. C'est comme quand dans Midnight Express, la personne décide pour s'en sortir et pour sortir de l'asservissement et de l'abêtissement du troupeau, de marcher dans le sens inverse de la foule. Et chaque coup lui permet de se réveiller. Et chacun lui dit « Mais pourquoi tu fais ça? Tu nous empêches de nous endormir. » Et lui dit « Mais c'est parce que je veux me réveiller. » Il ne le dit pas, mais c'est ça qu'il incarne. Métaphoriquement, c'est l'affaire de chacun de vouloir se réveiller. Et rassurez-vous, il ne cogne pas quelqu'un. Il n'arrête pas de se cogner. C'est pas la foule qui le cogne, il se cogne à la foule.
mais chacun de la foule ne le cogne qu'une fois. Mais s'il y en a un de la foule qui dit « Mais tu empêches la foule de vivre, tuez-le !» Eh bien, c'est qu'il y a une dictature. Nouvelle question d'Estelle. Que faire de façon individuelle pour s'opposer au passeport vaccinal que je perçois pour ma part comme l'équivalent de l'étoile jaune? Nous avons tous un carnet de vaccination. Moi, j'ai un carnet de santé, chacun de nos enfants a son carnet de santé. C'est une façon d'avoir une trace pour bien se soigner, pour savoir quand j'ai eu pour voir si je suis en règle par rapport au tétanos, mais pas par rapport à une autorité qui me flique, mais par rapport à une cohérence de mon projet de soins personnels. Donc, si vous faites le carnet de santé pour juste le montrer comme un Ausweis ou un document pour une autorité qui vous fliquerait, je comprends que vous soyez embêté et donc ne le faites pas. De mon point de vue, je préfère rester chez moi que fonctionner comme sur un mode asservi. Si par contre, parce que vous vaccinez, vous avez le carnet de santé avec le vaccin tétanos ou Covid, eh bien vous avez votre carnet de santé pour qu'on puisse, avec le médecin, avoir une trace de votre projet de soins. Mais donc l'idée de dire la vaccination vous autorise à exister comme citoyen, c'est une contrainte sur un mode fascisant. Voilà. Mais comme je sais qu'il y a des gens qui croient au vaccin, c'est-à-dire qui disent « moi je suis content de me vacciner, je le fais parce que j'y crois », je trouve que ces gens-là ont le droit d'avoir sur leur carnet de santé qu'ils se sont vaccinés. C'est comme pour le tétanos. Moi, que chaque fois que j'emmenais mon carnet de santé, ça permettait de voir si j'étais encore cohérent par rapport à la polio, par rapport... enfin, il y a tellement de vaccins qui ont été vraiment essentiels dans les processus de santé publique qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Mais dans le cas d'espèce du Covid, je sais que c'est l'affaire de chacun. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas d'accord. Pas tout le monde, pardonnez-moi. Tous les soignants compétents dans le registre ne sont pas que d'accord sur les processus de soins. Et c'est d'ailleurs, bon, c'est une petite aparté, mais je m'en affecte. Et avec Noël, vraiment, c'est très douloureux pour nous de voir que nous connaissons plein de médecins. Et donc nous voyons bien que tous ces médecins ne sont pas que capables de rester pacifiques, démocrates, et ils arrivent même à s'insulter entre eux. Des propos très violents, hein, comme ça, de gens qui ont fait un serment d'Hippocrate. Et donc je me dis, c'est quand même grave, parce que moi, quand j'écoute tous ces gens-là, je trouve que, à les écouter, quand c'est l'affaire de chacun, je trouve que ça peut avoir du sens. Je comprends que Véran puisse dire, j'ai envie, je crois à ce vaccin, je me vaccine. Je ne vois pas pourquoi je l'empêcherais de se vacciner. Voilà. Mais quand j'entends... d'autres propos, et par exemple, je connais un concept qui est important qui s'appelle la sérendipité. La sérendipité est un concept qui a permis à certains... bon, on dit que c'est Fleming qui a trouvé la pénicilline par sérendipité, mais c'est un médecin français qui, avant lui, s'était rendu compte de cela. Ceci dit, c'est une capacité à découvrir quelque chose d'inattendu, de hasardeux, de fascinant, parce qu'on trouve une grande réponse à une question qu'on n'avait même pas imaginé avoir le droit de se poser. Oh, c'est énorme. Voilà. Et donc, quand je pense que, prenons un cas simple, c'est effectivement, bon, la pénicilline, tout le monde connaît cette histoire de cette boîte de pétri où les bactéries étaient tuées par le champignon, et en fait, le mec se dit, mais au lieu de jeter sa pollution, il dit, mais c'est fascinant ça, et il découvre la pénicilline. Si je suis encore vivant, c'est à cause de la pénicilline. C'est grâce à la pénicilline. Puisque j'ai bénéficié de la pénicilline très tôt dans ma vie à cause d'une mastoïdite puissante. Cette sérendipité est puissante, et quand, par exemple, il y a un traitement contre la gale, et ce traitement contre la gale,
Il se trouve que c'est supposé être un antiparasitaire pour la gale. Et ce produit a un effet surréaliste, inattendu vis-à-vis du Covid. Et c'est une surprise. C'est un dégât ou c'est un bénéfice de sérendipité. Mais quand les données actuelles de la science disent non mais attends, c'est un produit pour la gale, c'est pas un produit pour les virus. C'est comme si on disait mais attends, la moisissure là, ça empêche de cultiver les bactéries, c'est pas un antibiotique. C'est ne pas croire que le hasard peut amener des choses inattendues. Je pense que d'avoir compris que il fallait être attentif à d'anciennes molécules qui sont sans intérêt économique, mais qui sont très utiles en santé publique. Dire, par sérendipité, on est étonné parce qu'il y a ça ne mérite pas d'être traité de charlatan, d'être traité de fou furieux, de paranoïaque ou de gros con. Ça mérite de dire, oui, il y a des complexités subtiles, mais heureusement que c'est l'affaire de chacun. Voilà ce que je pense essentiel par rapport à cette question-là du droit d'être soi parmi les autres. Question d'Alain. Je m'affole de certains changements que je peux indiquer sous forme d'exemple. J'ai un confrère, ostéopathe, qui s'est senti obligé d'indiquer sur son site internet qu'il était LGBTQ friendly. Je me choque avec cela, car en tant que thérapeute, nous accueillons tout le monde sans distinction, et je ne comprends pas qu'il se soit cru obligé d'afficher une telle information. De même, tout film pouvant nominer aux Oscars devra être représentatif de minorités sous peine d'être exclu des sélections, qui me semble hors de propos artistiques. Dans le même ordre d'idées, le futur James Bond serait très probablement joué par une femme noire. Changement ici aussi qui efface complètement le personnage original et originel créé par Ian Fleming. Je suis très perplexe de ces changements de code, de personnages, de lignes directrices et éditoriales et de pensée. Donc, c'est une réplique de l'obligation de résultat. Nous assistons actuellement à nous ne croyons plus à l'obligation de résultat d'être un bourgeois, une bourgeoise catholique pratiquant et correct. Donc l'obligation d'être conforme à ce qui était voulu par l'Église catholique depuis 300 ans, à savoir tu te tiens bien, tu es bourgeois et tu dis bonjour à la dame, et après ça s'appelait le modèle bien connu, vertu publique, vice caché. Voilà. Mais il y avait beaucoup de vices cachés. Voilà. Or, c'est quoi les vices? Ce ne sont que les dégâts collatéraux des fausses maturités. C'est-à-dire que quand tu n'es pas grenouille, mais que tu es encore tétard, tu es bien content de laisser rester un peu dans l'eau parce que tu n'as pas encore les poumons pour respirer à l'air libre. Donc, tu peux faire croire que tu es déjà grenouille, mais après tu es obligé d'aller te mouiller. Donc, le processus de maturité ne s'impose pas, il se propose à tout humain. Actuellement, de mon point de vue, quand je vois passer les humains, je vois en âge, ils sont supposés tous papillons. Mais sur 100 personnes qui sont supposées d'âge papillon que je vois passer, tout niveau social confondu, j'en vois peut-être même pas 10%, même pas, qui fonctionnent en papillon de façon cohérente. Ce qui fait que, au fur et à mesure où l'obligation de paraître papillon a diminué, ont émergé des légitimités à être vécues comme en droit d'être le gay, lesbien, pas ceci, cela, c'est-à-dire en chantier d'être soi confortable. Puisque tous ces dispositifs de gay, de lesbien, de queer, de pas queer, de MeToo, enfin pas de MeToo, enfin tout ce que tu veux là, tous, ce ne sont que des groupes d'appartenance pour se sentir moins seul. Ce sont donc des déficits à l'individuation et à la chrysalide solitaire que fait toute chenille qui veut enfin
métamorphoser, éclore et s'envoler par soi, pour soi, parce que soi. Donc, de mon point de vue, effectivement, quand un psychothérapeute, enfin non, quand un individu qui voudrait s'étiqueter psychothérapeute pour faire partie du cheptel psychothérapeute, alors qu'on est psychothérapeute quand les gens te disent « je crois que je me suis soigné avec toi », alors ça veut dire que j'ai été thérapeute, puisque j'ai réussi à me rendre inutile. Mais tant qu'on se prétend être thérapeute n'est pas un statut, c'est une fonction. Et donc, au moment où il dit ça, c'est comme s'il disait « Venez tous cela, comme ça je me sentirai moins seul, ça me donnerait un petit crédit. » Mais c'est simplement parce qu'il a besoin de se faire une clientèle. Je suppose qu'il veut pouvoir payer ses factures d'électricité, de gaz et se nourrir. Voilà. Donc, il a choisi des populations de gays, lesbiens et tout, parce qu'il se dit, au moins ces gens-là se cherchent. Et comme moi, je suis avec les gens qui se cherchent, mais mon boulot à moi, c'est pas d'être avec les gens qui se cherchent. Mon boulot à moi, c'est d'être respectueux des gens qui se cherchent ou pas, et moi, de simplement être éthique et en confrontation. Mais je ne pense pas que, donc, que quand cet être humain dit je suis non, friendly, c'est-à-dire je suis amical, eh bien moi je suis amical même avec les fachoconos. Parce que les fachoconos sont des gays, lesbiens, LGBT, tout ce que tu veux, crispés de chez crispés, qui disent non, non, il ne faut pas bouger, putain, si on bouge, tu vois, c'est comme quand tu as trop envie de chier que tu dis si je bouge, je me chie dessus. Je ne peux plus bouger, je n'ai pas trouvé les chiottes, mais je ne bouge plus. C'est un drame de l'obligation de résultat, tout ça. C'est des dégâts collatéraux de ça. Magnifique. Alors, dernière question. Nous venons de fêter 1 an de servilité docile et de perplexité ambiante. Nous entamons à présent un 3e confinement pour une durée indéterminée. Je m'inquiète de penser que finalement, tout ce que nous avons vécu et que nous allons encore vivre soit peut-être une bénédiction. Bien sûr, je n'ignore pas les terribles souffrances et les injustices que nous nous sommes fait éprouver, non. Mais je me donne le sentiment, l'intuition que tout est là, pour que chaque humain puisse accélérer sa maturation. Peut-être qu'avec le confinement, l'arrêt de la course contre le temps, nous nous donnons la conscience de l'autre. Nous réalisons l'importance de la nature, du respect de soi, de l'autre, de l'attention à soi, à l'autre, l'importance de l'amour, l'importance de ses choix de vie. Avez-vous le sentiment que nous sachions utiliser le contexte pour maturer ? Oui, je pense que vous avez raison. Il s'agit de savoir maturer en tout contexte. Et donc à ce titre-là, oui, utiliser ce contexte pour maturer, c'est pas idiot. Voilà. Il y a plusieurs formulations. Je n'ai pas voulu interrompre quand vous parliez, parce que je voulais écouter la suite, mais il y a trop de substantifs dans la formulation, puisque il s'agit d'être soi et pas d'autre chose. Quand vous êtes nourri, logé, blanchi, et que vous savez que vous ne devez pas vous asservir à quiconque, et que vous êtes pauvre, mais que vous n'êtes pas misérable, l'urgence, c'est d'être heureux d'être soi, de jouir d'être soi, d'être contente ou content d'être soi. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de consommer des objets, le voyage, ceci, cela. La consommation n'est qu'une façon d'oublier d'être soi. Quand on commence sa vie, on a tout, puisque maman est là, et on n'est rien, puisqu'on n'a rien compris. Et on est supposé finir sa vie en n'ayant rien, comme un sage, sauf peut-être une petite couverture orange là pour ne pas avoir trop froid. Mais on est tout, mais on n'a rien. C'est ça être sage, c'est ne pas avoir d'objet.
Donc, quand nous sommes en situation de confinement, oui, nous pouvons nous servir d'être confinés pour réfléchir et nous recentrer sur nous. N'oubliez pas les fondamentaux qui consistent à être heureux d'être soi. Si, quand vous êtes confiné, vous ne pouvez plus échapper à être vous et que vous n'êtes pas heureux d'être vous et que ne pas être confiné vous permettez d'aller vous droguer aux autres, eh bien effectivement, le confinement vous amène à vous dire ah, je suis avec moi. Et donc c'est une opportunité de vous rendre compte que narcissiquement vous souffrez. Et que donc il serait temps que vous aimiez être vous, avec vous, pour vous, par vous, parce que vous. Bien sûr que, je le sais, je ne suis pas que con, un humain ne peut commencer à chrysalider, à croire en lui aimable, crédible et respectable que avec un tiers qui est la mère si elle se croit aimable, crédible et respectable, ou le père s'il se croit aimable, crédible et respectable, à défaut un thérapeute qui se croit aimable, crédible et respectable et qui n'ambitionne qu'à se rendre inutile. S'il n'y a pas ça dans la boucle, vous êtes embêté, parce qu'à ce moment-là, vous vous retrouvez non pas confiné, mais abandonné. Et donc, le confinement est une opportunité, merci Sandra, de nous donner une opportunité d'être audible quelque part quand les gens voudraient nous entendre pour se répondre, s'écouter, se questionner et se résoudre. Mais nous souhaitons aux auditeurs et aux auditrices d'être heureux d'être soi. Entretenez-vous, gérez votre corps, jouissez d'être vous et félicitez-vous d'être vous. À ce moment-là, vous relationnerez avec les autres êtres humains à titre gracieux, non pas en dépendance, mais en alliance. C'est l'opportunité du confinement. Si, quand vous nous entendez, peut-être que vous vous dites, au moins ces deux cons, ils savent que nous existons, puisqu'ils savent que nous sommes isolés. Le confinement isole les gens qui sont en déficit narcissique. Mais le confinement est une opportunité de scorer en narcissisme quand on ne se sent pas que abandonné. À cause de ce que je viens de dire, je pense que je parle en regardant Noël pour qu'elle valide ou pas ce que je vais dire, c'est n'hésitez pas, puisqu'il y a confinement, à envoyer des questions à Sandra, et nous répondrons dans les 15 jours, 3 semaines, vu l'urgence, puisque nous compatissons aux gens qui se sentiraient isolés en confinement, alors que vous vous isolez en confinement parce que vous ne vous autonomisez pas autant que vous le mériteriez. Mais je ne vous le reproche pas, je vous le signale. Je vous dis, quand tu te crois isolé, oublié, exclu, c'est parce que tu oublies que tu es riche de toi. Mais au moins, il y en a deux qui le savent. Noël et moi, on sait que vous êtes riche de vous, qui que vous soyez. Si vous en doutez, envoyez des questions et Sandra n'hésitera pas à ce que nous fassions une chronique 6. 6, vous voulez. Merci. Merci de ce que tu as dit, Claude. Merci beaucoup, Sandra. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, en fait, parce que ce serait redire et je suis d'accord avec ce que Claude a dit, avec l'esprit aussi de ce qu'il a dit. Je n'ajoute rien. San petit que J'aime bien quand danzo, tu dis ça. San petit que danzo, Pelue de France, Ah, c'est trop sérieux. Pelue de France, Tu as raison. Ameti, C'est un peu square ce que tu dis, moi je trouve. Pardonnez-moi, Ah, tout va bien. je vous vois et en même temps je vois les coulisses à côté, donc du coup je me fais rire. Bon, j'y vais alors. Oui, pardonnez-moi. Non, pardon, je ne sais plus où. Alors, à tous les cas, L'obligation de Non, mais résultat c'est de la surtout- bourgeoise catholique. Donc, il faut qu'on...